Le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux. Que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. Donc, bienvenue au balado Écologie et Société. Aujourd'hui, je reçois un invité qui fait aussi un podcast. Donc, c'est une autre collaboration avec un podcast qui s'appelle Where to From Now On avec Felipe Almeida. Je le prononce bien. C'est ça. Donc, Felipe travaillait chez Microsoft en tant que chercheur senior. Il va venir nous parler maintenant de son virage du corporatif vers des OABNL en justice environnementale. Maintenant, il est gérant de programme. Donc, il va venir en plus nous donner sa définition de ce qui est de la justice environnementale. C'est quoi le portrait actuel? Puis, je pense qu'on va en apprendre pas mal. Bienvenue, Felipe. Merci Patrick, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici, vraiment. Ouais, ben, en fait, c'est pourquoi que je t'ai invité. C'est tu likes souvent toutes les stories, puis tu suis bien ma page Instagram. Puis je me suis dit, puis là, j'avais vu ta description. Puis je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu faisais. Puis en plus, tu m'avais donné une grosse définition de ta thèse de recherche. J'étais comme, OK, ça va vraiment être intéressant. Donc, tu viens de quel pays pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, je viens du Brésil. Je viens du nord-est brésilien. Okay. D'une petite village. En fait, j'ai grandi dans une grosse village. Je suis né dans un gros village qui s'appelle Fortaleza. OK. Mais j'ai grandi dans une petite village à la plage, ce qui, à l'étang, avait proche des 500 personnes. OK. Et qui s'appelle Tabuba. OK. Et c'est là que j'ai grandi et c'est là qui un peu genre ma expérience, ma relation avec la nature et avec la population qui est dans une plus basse économie, on dirait, là, tiers d'économie habitée. Donc, c'est comme ça un peu, j'ai développé mon sens des justices aussi et mon sens de mon amour, ma relation avec la nature. Ben, tu dois avoir vu plein d'injustices sociales puis environnementales. Surtout, là, on dit tout le temps là, que c'est la mauvaise Amazon qui brûle. Oui, c'est ça que c'est fou parce qu'on peut y aller dans ce domaine ou dans ce sujet plus tard, mais l'injustice avait arrivé dans cette place, dans cette plage, avec les progrès. Technologiques? Non, pas seulement. Okay. Les progrès technologiques, oui, mais les progrès que ça vient avec les progrès technologiques, c'est plutôt les progrès économiques. Donc, il a une idée de développement économique dans une question de chiffres, de matrix, tu sais. Mais ça ne dit pas que ça vient avec une question d'égalité, avec une question de justice. Donc, il y en avait, par exemple, une certaine gentrification. Il y avait une augmentation de la population là-bas, une augmentation, oui, des entrepreneurs. Mais la population n'avait pas une augmentation nécessairement des qualités de vie. Tu as vu clairement le fossé entre les riches et les pauvres grandir devant tes yeux, là, c'est ça que je comprends. Exactement. Okay. Et plus avec ça, augmentation de criminalité, augmentation, par exemple, de vente des drogues, et avec ça dit aussi que mes amis ou certaines personnes qui ont connaissé, qui ont grandi à jouer football avec, ces gens à la fin étaient allés à le crime parce que c'était une opportunité. Mais avant, les gens avaient une vie tranquille. Ils n'étaient pas exposés à ça. Ils n'étaient pas exposés à ça, exactement. Okay. Donc, c'est des choses qui s'arrivent plus tôt, tu sais. OK. Puis, tu dis que tu as été chercheur senior, tu as étudié où? Puis, tu me parlais de ta grande thèse de doctorat. Puis je me dis, mon Dieu, c'est tout un sujet. Tu peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, absolument. Bon, je vais essayer de faire un peu un lien pour que ça s'est fait comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé, c'est... J'ai grandi au Brésil et là-bas au Brésil,
où ce que j'ai grandi, on avait une certaine limitation en question de quoi je pourrais faire comme scientifique ou chercheur. Mais j'ai grandi dans une famille où ça, c'était extrêmement important. Donc, mon frère, par exemple, il est un neurochirurgien. Oh, wow, OK. Donc, il est extrêmement intelligent et c'est mon frère plus vieux. Donc, là, c'était ma référence en question d'éducation, ouais. de performance, en cette question d'éducation de connaissances. Mais ma mère était prof pendant toute sa vie. Elle est retraitée maintenant. Et là, c'était une maison où c'était vraiment bien... vous étiez aisé, là, vous étiez bien, là, ouais. Vous avez des bonnes bases. Là. Bonne base, exactement. Mais j'ai grandi un peu perdu, honnêtement, Patrick. À l'âge de 15, jusqu'à l'âge de 15, il n'avait aucun livre que j'avais lu parce que je... Vous n'avez pas accès, oui. C'est pas parce que j'avais pas accès, c'est parce que j'avais pas la volonté de lire. Ouais. Parce que tous les livres qui... C'était suggéré. En fait, c'était pas suggéré, c'était forcé pour l'école. Je comprends absolument ce feeling. Donc, c'était à l'âge de 15 ans que j'avais un prof d'histoire qui était dans la gauche, progressive et radicale, en fait, socialiste. Et lui, il m'a invité pour parler avec lui. Et c'était un bon ami de ma mère. Il me demandait la question, est-ce qu'il y a un livre qui t'aime beaucoup? J'ai dit non, je n'aime pas les livres, je n'aime pas lire. Ouais. Mais il savait que j'avais une grosse curiosité parce que j'ai demandé pour tout dans son cours et tout. Il dit, mais comment? Est-ce que tu as déjà été allé à la bibliothèque, en bookshop, en librairie pour acheter un livre qui t'aime, tout? Je dis non, jamais fait ça. Ouais. Donc, j'aimais pas lire, mais jamais fait aussi cette pas pour... Tu aurais bien dirigé vers ça, en fait. Exact. Wow. Donc là, lui, il m'a dit, Tom, c'est quoi tes intérêts? C'est quoi tes curiosités? Donc, il a fait un peu un travail avec moi. Et là, il m'a donné un premier livre. Et là, j'ai lu ce livre. C'était un livre d'histoire, un peu genre... sur l'histoire ancienne, Égypte et tout ça. C'était super intéressant pour moi. Mais après, il a dit, maintenant que tu as aimé ça, allez dans une librairie et prendre pour toi un livre. Qui t'intéresse. Je m'intéresse. Et le premier livre que je m'achetais, c'était Stupid White Man de Michael Moore. OK. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, je ne connais pas celui. Mais c'était une introduction... un peu genre sans vouloir, un peu par coïncidence. C'était une introduction de ma vie dans une façon plus officielle, plus académique, je dirais littérature, en fait. Pas d'expérience, mais littérature en relation à les inégalités, à l'injustice. Ça à l'âge de 15. OK. Et ça restait avec moi. J'ai continué à voir les livres à la maison. Wow. Ça t'a parti là-dessus, bam. Et c'est ça a ouvert tout. Mais qu'est-ce qui s'arrivait, c'est qu'après ça, je m'ai trouvé dans les conundrums, dans les moments où les gens demandent « Qu'est-ce que tu vas faire pour ton cégep? » En fait, pour nous, on n'a pas de cégep, c'était l'université directement. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'université? Et je ne savais pas. Honnêtement, aucune idée. Tu es devenu docteur quand même. J'ai devenu docteur. Je n'aimais pas l'école. J'ai eu des cauchemars avec l'école. Je te comprends à 1000%. J'aime toujours pas la lecture, puis j'essaie de m'y mettre, donc je comprends absolument cette histoire-là. C'est ça. Et je pense que beaucoup de monde aussi a des cauchemars avec l'école. C'est un truc qui est extrêmement traumatisant. Ben oui. Pour plein de monde. Il y a plein de gens, j'entends plein encore d'amis qui se lèvent, ils disent « je suis en retard pour l'examen », puis c'est comme « non, mais t'as déjà gradué, là. » Oui, et la façon comme l'école est faite, toutes les règles, tu sais, c'est un peu, ça casse ta curiosité. 100%. C'est une façon d'entraîner les jeunes citoyens à être passifs, à être obédients. Ouais. Ben, j'ai l'impression maintenant que de nos jours, l'école, c'est un lieu d'apprentissage, mais j'ai plus l'impression que c'est un lieu où il faut avoir des bons résultats plus qu'apprendre. Absolument. La curiosité est pas
tant mis de l'avant, moi, je trouve. Là. Il y a Absolument. certains professeurs clés que des fois, ils sont vraiment le fun, ça paraît que c'est des bons professeurs, mais je pense pas que le système lui-même, lui, promouvoit la curiosité. Absolument. L'apprentissage, du moins. Et je pense que c'est ça les points clés, parce qu'on ne peut pas donner vraiment la responsabilité à les professeurs quand les professeurs sont aussi esclaves du système qui crée la même pression. 100%. Donc la pression pour conditionner les gens à la performance, à la haute performance, c'est déjà parce que le système est un système basé dans une hyper-compétition. Mm-hmm. Mais ce n'est pas juste la hyper-compétition. C'est aussi la question d'être obédiente, d'être passive, plein de choses comme ça. Ouais. Et de faire d'une façon que tes choix vont être réduits pour les choix qui s'assèvent à le système. Oui, parce que c'est une illusion d'opportunité par la suite. Exactement, et illusion des choix, exactement. Exact. Donc, c'est bien fait. Donc, je me rentrais à ce moment là-bas genre, puis OK, de 7 ans, parce que j'ai rentré, quand même plus jeune, moi et mon frère, on rentrait un an avant la majorité du monde qui rentrait à l'université. On était toujours un an avancé. Et là, je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Mm-hmm. Je n'avais aucune idée. Et là, je parlais avec mon père. Moi, je voulais faire la psychologie initialement. Mais là, je n'avais personne pour un peu me donner d'informations. Après, je voulais faire la publicité. Okay. Parce que j'avais un oncle qui j'adorais, lui, sa façon de travailler. Mais là, mon père me dit, mais est-ce que ça va donner l'argent? Oui, le classique. Les classiques X, c'est quand même fort au Brésil, spécialement ce que j'habitais, 100%. à cause des injustices, à cause de l'inégalité et tout. Donc, j'avais peur, parce que moi, je voulais pas C'était une réalité que tu voulais pas, que tu voyais dans la rue, mais que tu voulais pas vivre ce même sort, là, évidemment. Exactement. Et j'ai grandi à voir mes parents travailler de dimanche à dimanche, presque. Tu comprends? Ma mère travaillait matin, après-midi, et les soirs, ma mère enseignait les 3 shifts. Donc là, j'ai hâte de mémoire de voir ma mère extrêmement fatiguée en train de corriger les examens des élèves. Et là, elle est assez fatiguée qu'elle dorme sur la table. C'est des trucs comme ça qui... Que tu vas te souvenir toute ta vie, évidemment. Exactement. Mon père, il a vécu la même chose. Là. Il est venu au podcast parler de la guerre du Vietnam qu'il a vécu, comment il a quitté le pays. Il y a plein de trucs que je vais toujours me rappeler de ces histoires-là. Là. Fait que je te comprends. Exactement. Donc, ça nous marque comme enfant. C'est des expériences qui nous marquent, qui forment notre identité, 100%. notre personnalité. Ben là, je dis à mon père, je sais pas c'est quoi que ce pays. Tu sais, genre, comment tu demandes un enfant, honnêtement. Oui, on est adolescent, mais... c'est des grandes questions qui arrivent tôt. Trop tôt. Trop tôt, exact. Tu sais, on n'a pas notre caractère formé, on n'a pas vécu ces histoires-là. L'école n'aide pas à explorer vraiment. 100%, ouais. Exactement. On est dans un moment des formations d'identité, comme tu viens de dire. Donc là, j'étais allé à l'administration parce que mon père était administrateur, mon grand-père était administrateur et j'ai dit, ben écoute... on va commencer par là. On va commencer par là. J'ai l'idée de peut-être avoir ma propre entreprise, une organisation, je sais pas quoi, je vais aller. Honnêtement... T'as pas aimé? J'ai pas aimé l'administration, mais il avait certains cours, comme un cours de marketing, un cours de création des entreprises et d'organisations, qui c'était intéressant, mais c'était basiquement tout. Et les cours de statistiques et les cours de psychologie. Mais là, un moment que je finis ça, je me trouvais sans aucune opportunité encore une fois. Je sors de l'école, j'avais des stages, j'avais tout, mais tu fais face à la réalité, encore une fois, du contexte local, du système. Et c'était de manque d'opportunités. Donc là, tu sens où tu vas, où est-ce que les opportunités que le système veut te donner sont. Les illusions d'opportunités qu'on disait. Exactement. Où tu n'as rien. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que si t'as pas de capital pour commencer quelque chose de différent et t'es assez jeune, tu comprends pas. Tu sais, et là, je vais dire, c'est ma croyance, cette idée d'entrepreneur qui après s'est créé là, des startups et tout. Que moi, j'étais dedans. Pendant mon doctorat, j'avais une startup. Ça s'appliquait pas à moi là, quand j'étais dans l'université. C'était une autre réalité à ma ville au Brésil. Penser ça, genre.
capital fund, tu sais, genre investissement, genre quoi? Non. Donc, j'ai fini administration, centré dans l'idée de... ma dissertation, parce qu'on fait une dissertation au Brésil, centré dans l'idée des expériences sensorielles dans le domaine de marketing. Donc, c'était vraiment psychologie déjà, multisensorielle en fait. C'était pas juste en sens, mais multisensoriel. Et quand je finis ça, je me trouvais encore une fois perdu. OK, my God. Sans travail, sans rien. Et là, j'ai arrivé dans un point assez difficile que j'ai rentré dans la thérapie. OK. Et avec mon psy, j'ai dit... Avec toutes ces études, je fais quoi, là? Ouais. Ouais, oui, c'était un bac, tu sais, mais je me sentais vraiment comme si j'étais une alien, tu sais, genre... C'est comme si personne ne me comprenait, je parlais avec les gens, j'ai proposé, j'étais allé à certaines compagnies, j'ai proposé de rôles, tu sais, j'ai dit, ah oui, je peux faire ça, c'est intéressant, mode sensorial, tu sais, genre mode sensoriel, c'est important pour les compagnies de marketing et tout. J'avais de l'expérience, j'avais pris 3 étages, stages pendant mon bac et tout. Ben rien, ça n'arrivait pas. T'étais trop d'avance sur le concept? Je sais pas. Je sais que mon thérapeute m'a dit ta parole est trop complexe pour les gens ici. Okay. Je pense que ça fait peur à les gens. Je comprends. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, si moi, je suis complexe, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc là, c'était mon thérapeute qui me suggérait, parce qu'il a dit, moi, j'ai vu qu'il a un sujet qui travaille avec la neuroscience cognitive et le domaine de marketing et tout, qui s'appelle, dans ce moment-là, c'était un début qui s'appelait neuromarketing. OK. Il dit, check ça parce que ça semble qu'il est à São Paulo. Okay. Il y a des gens qui commencent à faire ça. Donc, c'était le début vraiment. Et là, j'ai rentré dans une maîtrise parce que je n'avais pas d'opportunité de travail. J'ai rentré dans une maîtrise, donc je retourne à l'école. Mon cauchemar. Continue. Pour étudier ça. Et là, c'est que je me trouvais pour la première fois avec un prof de HEC Montréal qui était allé au Brésil un prof brésilien, mais qui est prof ici à HEC Montréal. Wow. C'est Luciano Barin. OK. Qui, en fait, c'est un super prof de durabilité. Donc, si c'est un truc qui peut-être une personne que tu peux quand même inviter au podcast. OK, ouais, sure. Ouais. Il peut connu aujourd'hui dans le domaine. OK. Et lui, il donnait les cours de je pense que c'était CSR, en fait, Corporate Sustainability. OK. Je pense que c'était ça. Et là, il m'a dit qu'il avait un ami qui travaillait avec qui voulait commencer à travailler avec cette truc de neurosciences. Okay. Donc là, j'ai arrivé à Montréal en 2011. OK. Première fois, maîtrise dans le domaine, fini ma maîtrise au Brésil, tout. Pas d'emploi. OK. Mais ça a l'air d'avance, là. Ça a l'air niche comme sujet quand même. Là. C'est niche. Donc, il y a une partie de moi qui à chaque fois que ça s'est arrivé, que j'ai retourné à mon pays, que j'ai retourné à ma ville, je me trouvais avec la même chose. L'économie locale de mon pays est extrêmement restrite. Pas de mon pays, mais de ma ville, elle était extrêmement restrite à les matières premières ou matières premières, à une perspective de marché qui... L'extraction, là, ouais. Extraction, tu sais, il est un peu genre, il ne voulait pas changer, il ne voulait pas trouver des autres trucs. C'est comme si, non, c'est le genre de truc, ça fait à São Paulo, ça fait un autre pays, tu sais, genre, comme on n'a pas d'espace ici. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? En plus, c'est ce que tu réalises que dans le fond, l'inégalité sociale, elle se fait pas juste au sein du village. C'est que tu réalises que, comme dans ton livre, c'est les pays coloniaux, puis les pays genre qui ont toutes les technologies, que ces opportunités-là sont là. Fait que c'est comme tu peux même pas rien développer parce que les gens ils sont déjà pas mentalement prêts à vouloir cette innovation-là. Ils sont très ancrés dans leur tradition, genre. Oui, je pense que les gens sont prêts. Les scientifiques sont prêts, la volonté est là. Mais qu'est-ce qui manque, c'est une volonté politique
et même avec les capitalistes, parce que les capitalistes aujourd'hui, c'est les gens qui ont le pouvoir, de faire l'investissement dans cette perspective. Une perspective éducationnelle qui pousse une façon différente de regarder le monde, de voir les choses. Mais c'est comme si, chez moi, on était confortable. On dit, genre, les gens au pouvoir étaient confortables à dire, non, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on va continuer à faire. Laisse les autres trucs qui sont trop compliqués à les gens d'extérieur. Et ça, vraiment, tu pousses, tu forces les gens qui vont faire des autres trucs à sortir du pays. Donc, la immigration était forcée. C'est pas nécessairement... Par manque d'opportunités. Par manque d'opportunités. Forcé. Exactement. Donc, c'est pas nécessairement que je voulais habiter dans un autre pays. J'aime mon pays. J'aime ma place. J'étais à la plage. J'ai grandi à la plage. Qui veut pas ça, neige. Ouais. Qui veut pas ça, ouais. Exactement. Mais comment tu vas vivre? Moi, je voulais pas faire les travails qui existaient là-bas et j'avais pas la possibilité ni les capitales d'essayer de pousser quelque chose de différent. Puis maintenant, avec ton expérience chez Rooted Future Lab, puis Microsoft, est-ce que tu penses que tu serais capable de rapporter ces opportunités dans ton village maintenant? C'est une chose que je me demande de plus en plus, et des opportunités qui viennent de plus en plus. Mais cette expérience, pour les gens qui écoutent, cette histoire était un peu longue, mais c'est pour... On va arriver là dans la question de c'est quoi justice environnementale et la réponse de n'a pas de définition, c'est exactement pour ça, pour les contextes spécifiques de chaque place. Mais le contexte géopolitique. Le contexte géopolitique, contexte local, tu sais. Géopolitique, on regarde dans une façon plus macro, mais vraiment dans un contexte plus micro. Localement et économiquement, je dirais, il n'y a pas de choix, là. Okay. Exactement. Donc là, dans cette perspective, c'est que ça... pour moi, qu'il a la définition des justices environnementales. Et juste pour finir l'histoire, après la maîtrise, je donnais des cours de MBA. Donc, j'étais prof de MBA pendant 2 ans. Et j'ai travaillé pour des autres compagnies. J'ai travaillé pour la Coupe du Monde. J'ai travaillé pour la FIFA pendant la Coupe du Monde au Brésil, tu sais, Coupe des Confédérations et tout. Mais là, encore une fois, j'ai genre, OK, quoi plus? Quoi faire maintenant? Ouais. Puis là, t'es allé Et là, j'ai retourné pour mon doctorat ici à HEC. Donc, OK, 2 fois l'HEC. OK. Ouais. Donc là, c'est exactement à cause de ma maîtrise. J'ai retourné... Là, t'as terminé le doctorat. Oui, 2019, j'ai terminé le doctorat. Et le doctorat était extrêmement centré dans le domaine de Human-Computer Interaction, en fait, et User Experience Research. Mais là, dans... technologie, vraiment, neurosciences cognitives dans le laboratoire Tech 3 Lab. C'est là que tu as travaillé par la suite chez Microsoft. C'est après ça, après le doc, j'étais allé à une compagnie Silicon Valley. J'ai travaillé à cette compagnie, mais les labs étaient ici à Montréal. Les R&D étaient à Montréal, 3 ans, et après 3 ans chez Microsoft. OK. Puis comment, quelle opportunité tu t'es dit, parce que j'imagine que ça doit avoir été payant pour travailler pour ces compagnies-là. Absolument. Qu'est-ce qui tu t'es dit, OK, là, je pense vraiment plus à le volet social, puis le volet environnemental, pour de faire un virage vers un OBNL. Tu sais, Rooted Future Lab, comment tu as trouvé ça? Puis c'est eux qui t'ont approché ou... Ouais. Et là, l'histoire continue parce que c'est ça qui c'est intéressant. C'est comme si la vie m'a envoyé des signes à chaque pas que je veux le faire. Tu sais, genre, j'étais presque fini mon doctorat. Je n'avais pas de bourse parce que j'avais de bourse pendant 4 ans. Et la bourse avait fini. Mon prof avait me permettre de travailler dans le laboratoire comme analyste pendant un certain temps pour avoir un revenu parce qu'en fait, je ne pourrais pas travailler, sauf si c'était dehors de l'université. Dehors de l'université, je ne pourrais pas travailler. Et là, à certains moments, c'était un peu genre un moment où je ne pourrais pas travailler dans l'université, ni je pourrais travailler dehors parce que... Tu n'as pas de permis de travail, oui. Pas de permis de travail. Et j'ai besoin juste faire la présentation, mais tu ne peux pas vraiment choisir quand ça va être la présentation. Donc là, j'étais un peu dans un moment de limbo. Et c'était
compliqué parce que j'étais en train de faire des interviews avec des compagnies parce que moi, je voulais pas aller à l'académie à cause de politique, avec des trucs qui... j'étais administratif et tout. Ouais. Politique, vraiment. La politique okay. académique et la pression pour la publication qui, moi, je pense que ça casse beaucoup la motivation. La motivation de faire la vraie science. Mm-hmm. Et là, j'avais pas de travail, j'avais pas de contrat, j'avais pas de prospect, tu sais. Et je me rappelle que j'étais en train de marcher dans la rue, proche chez moi, et je voulais prendre un café. Et là, je pense, je vais prendre un café. Mais là, je me rappelle, j'ai juste 150 pièces dans ma banque, dans le compte. Dans ma compte. Wow. Juste 150. Et là, je dis, sans perspective aucune de travail ou de revenu, c'est fini, là. Et là, tu peux pas te le permettre, en fait. Et je n'ai pas pris le café. Et là, c'était une journée qui, ça me donnait vraiment l'anxiété. Mm-hmm. Qu'est-ce que je vais faire dans un autre pays? Ben là, tu sais, en 2-3 semaines, je présente ma thèse. Je vais être un docteur avec 150 pièces dans ma banque. Mm-hmm. C'est comment je vais payer mon loyer? Mm-hmm. Qu'est-ce que je vais faire? Mm-hmm. Tu sais? C'était un autre moment de réalisation de « wow ». N'importe pas, tu sais. Tu vas toujours te trouver avec des situations comme ça. Mm-hmm. Et là, par chance, j'ai fait une entrevue avec cette compagnie du Silicon Valley, Valtilis. Et là, j'ai reçu l'offre. Et ils ont dit, oui, on avait vraiment aimé à cause de tout ton parcours et tout. Et j'ai rentré, payé super bien. C'était magnifique. C'était une équipe de... Je pense qu'on était à ce moment dans les laboratoires, on était genre 30-40 personnes seulement. OK. Ces 30 à 40 personnes, je pense qu'au moins la moitié étaient des docteurs. Okay. Des docteurs. Déjà, des ingénieurs, des développeurs, des designers, tu sais, genre. Et il y avait un sens de création, de créativité, et les gens avaient une amitié, développaient une amitié, étaient absolument un travail de rêve. Là. Un moment que j'étais comme, waouh, j'ai trouvé vraiment cette place. Mm-hmm. Mais là, 6 mois après COVID. Oh non. Oui, 6 mois après COVID. OK. Mais qu'est-ce que ça arrive avec la COVID? C'est encore une fois une réalisation, ou un rappel, je dirais, de comment le système fonctionne. Parce qu'avec la COVID, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qu'il y avait plein d'investisseurs agressifs qui s'appellent, moi en anglais, je pense c'est active investors. Ces investisseurs qui vont acheter une certaine pourcentuel d'une compagnie publique, mais vont faire la pression pour être actifs, pour faire des travaux opérationnels. Et dans cette compagnie, il y avait cet investisseur qui avait rentré pendant le moment de la COVID. Il avait complètement cassé tout ce qui c'était la compagnie. Okay. Fait des changements majeurs. OK. Et avec les changements majeurs, il a tout changé. La façon de faire, les gens... ça a tout brisé la créativité du groupe, en fait. Ouais, les mass layoffs, tu sais, genre, plein de choses comme ça. Et là, c'était pour faire des profits à court terme. Puis là, ça t'a venu moins te rejoindre, là. Et mon travail, c'était assez intéressant, Patrick, parce qu'on avait battu une amitié. J'ai continué à ami de plein de gens. J'ai continué à ami mon boss, en fait, qui était vice-président de cette compagnie, est devenu mentor, qui est devenu un ami. Et on continue à ami. Et des autres personnes aussi de la compagnie, on continue à ami. Et on se rappelle tout le temps de ce temps où c'était vraiment fun, c'était vraiment intéressant. Ça. Ouais, OK. Mais là, c'était ça. C'était la possibilité que le système donne, que les gens vont y aller, rentrer dans ces compagnies pour acheter, pour faire profit et coupable. N'importe pas. N'importe pas la conséquence. La conséquence sociale. Ouais. Tu sais? Ben, mais tu sais, le système, il est fait pour... en plus, il glorifie tellement le fait que ben, c'est leur argent, on peut rien dire, on peut rien faire, c'est leur actif, c'est leurs capitaux. Fait que, tu sais, comment critiquer le fait que c'est en plus, t'es sur le bout du petit bâton, en fait, t'as pas le gros bout du bâton, fait que tu peux pas dire, ah ben là, moi, je veux pas travailler ici. Ben, eux, ils sont comme, OK, pas de problème, va ailleurs, tu vas trouver une opportunité comment. Fait que Exactement. Exact, ouais. Et la pire chose, c'est qu'il
la façon, c'est nous-mêmes, genre, OK, on va faire des changements. C'est toujours... Et ça, je pense que c'est la portion plus tricky, ou je dirais, genre... Je sais même pas comment ça se traduit ça en français, mais trickster. C'est un peu vile, genre. Ouais, la manipulation, insidieux, ouais, tu sais. Ouais, de système, c'est qu'il a toujours une parole, il a toujours un discours éthique. Ouais. Donc là, à chaque changement... Il y a toujours une valeur morale, donc peu importe le choix, là, exact. Exactement. Exact, Et à chaque changement des CEO, on savait que les CEO changeaient parce qu'ils n'étaient pas capables de dealer avec cet investisseur. Et l'investisseur ne voulait pas de agrandissement à long terme. Tu sais. Il ne voulait pas de ça, il ne voulait pas de stabilité, il voulait juste profiter le profit en court terme, exact, rapide. Ouais, c'est ça. N'importe pas comment tu vas faire, pas rapide. Ouais. Et là... c'est un peu cet écosystème-là, Silicon Valley, je veux dire, il ne faut pas se surprendre que c'est un peu ça le but. Là. Absolument. Absolument. Je veux dire, il y a une émission juste sur ça. Là, genre, je suis sûr que tu l'as déjà vu, cette émission-là, sur Silicon Valley. Puis les gens disent, ils font plein de trucs. Puis le but, c'est pas la justice sociale ni la justice environnementale. Fait que c'est-tu à cause de ça que tu as fait le virage vers Rooted Future Lab? Non, ça, c'était avant Microsoft. Donc, ça, c'était, comme je te dis, c'était un rappel. Parce que qu'est-ce que ça arrivait, c'est que là, ça me rappelait exactement. Ah oui, on ne besoin pas être surpris. Mais quand tu as des dents, tu te rends surpris. Parce que tu dis, wow, on a vraiment une belle équipe. Ah oui, il a des gens qui veulent. Ça continue bien comme ça. Mais il a une personne. Mm-hmm. C'est une personne avec assez de pouvoir, tu sais, avec tellement de pouvoir que cette personne est capable d'échanger tout. Mm-hmm. Le cours de la vie de tout le monde, en fait. Le cours de la vie de tout le monde. Le cours de la vie d'une centaine de personnes en plus. Mm-hmm. Tu sais? Et ça, c'était pour moi un peu un moment où c'était difficile de... Je savais, logiquement, mais de voir plus directement, d'être en contact avec ça d'une façon plus directe, c'est compliqué, tu sais, d'accepter. Mais là, quand ça arrivait dans ce moment où c'était genre, mon travail était même pas la recherche, c'était un truc complètement différent. Là, j'ai dit à mon boss qui était là, je dis, je peux pas, j'ai besoin de trouver un truc. Mm-hmm. C'est là que tu es allé chercher... C'est là que j'avais Microsoft. OK. Et quand j'ai rentré chez Microsoft, pour travailler avec le département de l'éducation et famille. Parce qu'il avait un département famille et éducation. Et famille? Oui. Okay. Par exemple, l'application qui contrôle combien de temps les enfants passent dans les apps, téléphone, ou Xbox. Oui. Le monitoring de ça. Monitoring. Okay. Exactement. C'est déjà un problème qui, là-bas, on essayait de pousser, de dire, le travail doit être pas seulement d'être monitoring, tu sais, genre comment créer un dialogue entre les parents et les enfants. Dans l'objectif de réduire le temps d'écran ou d'augmenter le temps d'écran? Bien, là, ça rend intéressant parce que l'objectif, il a un objectif, c'est comme s'il a de layers d'objectifs. Les couches. Les couches plus importantes, c'est absolument le profit. Oui, évidemment. Et c'est pour ça que c'est important, les gens s'est rappelé que la technologie n'est pas neutre. Non, elle n'est pas neutre, c'est sûr que non. Il n'y a pas de neutralité. Puis surtout chez des grosses corporations, là, je veux dire, c'est sûr que la couche la plus importante, c'est le profit. Exactement. On ne se le cachera pas. Là. Puis je pense qu'eux-mêmes ne s'en cachent pas non plus. Là. Exactement. Ça se cache. Okay. C'est pour ça que moi, j'essaie de dire à les gens, pour être extrêmement critique, qui des fois c'est compliqué parce que les gens vont rentrer dans un criticisme un peu corrosif, tu sais. Mais c'est important d'avoir ça parce qu'il a un voile caché. Là. Exactement. C'est comme c'est développer ce genre de méthode de manipulation où ce qu'il a un voile caché, qui c'est éthique, morale. Ça semble éthique et morale, mais en fait, ça ne l'est pas. Ouais. On veut ça pour le bien-être de la population. Puis il y a ce contexte-là dans les corporations, c'est ça que tu dis? Absolument. Okay. Il a ce contexte partout. Politique, même dans l'OBNL auquel tu travailles? L'OBNL qu'on travaille, le travail plus important maintenant, c'est d'être conscient et de savoir c'est quoi ça. C'est comme
sais, les gens qui habitent dans une prison pendant trop longtemps, là, et après qu'ils sortent, vont dire « Ah, je suis conditionné ». Et même qu'ils sont libres, c'est rappel ou tu vois, avoir les mêmes habitudes que quand on était dans la prison. C'est ça qu'on se parle de notre OBNL. On vit dans un système qui c'est une prison. Et là, si on veut changer, on besoin premièrement être conscient de c'est quoi les habitudes que cette prison crée en nous. Du capitalisme actuel. Du capitalisme, exactement. De l'exploitation, injustice et tout. La façon comme on parle. Et là, c'est pas de dire qu'on est complètement capable d'être complètement... De changer complètement ce paradigme-là, non? Oui, on est conditionné. C'est ça, c'est le premier pas. C'est comme genre... sinon, l'alcoolique anonyme, tu sais, genre, le premier pas, c'est « je suis un alcoolique », tu sais. Ouais. De reconnaître le problème. C'était déjà à 50% de complétion. Là. Okay. Exactement. Puis c'est ça la mission de Rooted Future Lab? Je suis pas capable de te dire... Par mémoire, c'est quoi la mission, tu sais, genre, on a une mission, mais excuse-moi, je suis pas capable de mémoriser ce genre de choses, mais la façon comme nous, on voit le Rooted Futures Lab, c'est vraiment la façon de voir, c'est pour ça que c'est Futures, c'est futur en plural, parce que l'idée, c'est exactement de reconnaître qu'il y a de différentes alternatives. Il n'y a pas une perspective universelle d'arriver dans une solution parce que les contextes locaux et les besoins locaux culturels sont différents. Les besoins sont pluralistes, en fait. Ça fait que tout le monde a sa propre réalité. Chaque personne, chaque groupe, chaque écosystème, tout ça... Chaque type d'économie. Chaque type d'économie, exactement. Donc, tout ça, il a une réalité spécifique à ça. OK. Donc, quand on travaille, quand nous, on fait le travail, on essaie de toujours avoir ça en tête. Et ça nous fait penser, OK, ben on a ces idées, l'académie, tu sais, les articles publiés et tout ça, mais est-ce que quand on regarde et toutes ces études, on dit à les autres de le faire comme ça, est-ce qu'on continue à faire le processus de colonisation? Mais là, un processus de colonisation académique, parce qu'on dit, ah oui, c'est étudié ici à McDonald's, en Europe, et là, on pousse. C'est quoi la connaissance des gens qui viennent des autres places? Dans ton public cible, en fait. Là. Exactement. OK. Et c'est pour ça qu'on rentre dans l'idée pour moi, qui n'a pas une définition universelle de justice environnementale. Je comprends. Parce que la perspective, c'est par exemple... De s'informer avec qui on parle, en fait. S'informer avec qui on parle, c'est quoi son contexte, c'est quoi sa réalité. Mais ça devient pas compliqué justement de régler plein de problèmes? Ça fait qu'il n'y a pas de... C'est difficile de centraliser une seule mission? Mais ça fait difficile si ta mission, c'est une mission un peu... Et c'est ça que c'est intéressant, qui ça suive le même comportement ou la même attitude narcissiste qui s'est créée dans notre système, qui c'est « on va sauver le monde ». Tu comprends? C'est vrai que les OBNL, en général, ont leur propre mission, puis ils se disent, nous, on vient aider un seul public cible. Si tu cadres pas dans ce public cible-là, tu ne fais pas partie de l'OBNL. Fait que ça, c'est la rhétorique que vous voulez changer, en fait. Exactement. Oh, wow, OK. C'est nouveau, ça. C'est un peu le pensée qu'on doit changer le monde dans une façon qu'il a une façon de changer le monde. C'est plus genre, on peut aider à avoir un changement systémique, mais on va aider dans une façon qui ça fait sens à chaque culture, à chaque place, à chaque localité, à chaque contexte. Wow, c'est vraiment une mission inverse. C'est quand même innovateur. Comme, y a-t-il d'autres types d'OBNL qui fait votre mission ou vous êtes vraiment unique? J'imagine que oui. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre une mission universalisée parce que tu rentres dans la perspective de massification. Tu sais, genre, par exemple, mon travail dans les autres compagnies corporatives, c'est toujours ça. Tu fais un travail avec une audience, avec un public. Là, tu comprends certaines choses. Un objectif clair, une ligne directrice. Ouais. Absolument. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de faire une étude d'extrapolation. Ce que tu vas généraliser tes résultats pour une population générale. Mais le travail de généralisation, même si tu as la perspective statistique, tu suives toutes les...
les guidelines pour arriver dans cette généralisation. Et après, il y a de l'optimisation vers dans cet horizon-là. Là. Après, c'est d'aller chercher le fine-tune pour faire du profit après la suite. Là, ouais. Oui, exactement. À la fin, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? C'est de prendre un truc. C'est pour ça, par exemple, tu vas dire, il a juste une façon de faire une voiture et tu vas pousser la façon le design de voiture. Tu vois, les voitures aujourd'hui, ça ressemble basiquement tout la même chose. Les SUV, c'est basiquement tout la même chose. Une question de design. Puis ça se construit vers un marché, tu sais, je veux dire, après les gens, ils se disent comment on peut aller, tu sais, mettons le modèle de la SAQ, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a tel bassin de population qui boit, puis le but, c'est de faire du profit. Puis après, se dire, OK, en ce moment et actuellement, il y a des objectifs de la SAQ de se dire, les 18-25 ans, ils boivent moins. Comment on peut aller chercher ça? Puis c'est un peu de forcer ce narratif-là sur des gens qui sont même pas intéressés par ton produit, genre. Oui. Et c'est ce que toutes les corporations font, en fait. Puis ça, vous faites inversement, en fait. Pour notre BNL, oui. Pour notre BNL, on fait l'inverse. Mais qu'est-ce que je parlais, c'est que c'est pas juste forcer, c'est que tu essaies de standardiser. Tu essaies d'universaliser la façon comme tu le fais. Parce que pour augmenter ton profil, tu dois créer une formule qui va fonctionner pour tout le monde. Parce que si tu essaies de créer de différentes façons, différentes formules, ça veut dire que tu dois distribuer ton ressource, tu dois distribuer ton effort. Et ça fait plus difficile de faire le profit. Donc, le plus facile, c'est de standardiser la société et les comportements et les vouloirs qui fait des produits et des services différents. Tu comprends? C'est pour ça, par exemple, qu'on voit, par exemple, les architectures de maisons sont toutes basiquement la même chose. Tu vas partout dans le monde, par exemple, chez moi, il a une grosse... ça serait moins compliqué si toutes les voitures étaient toutes blanches ou toutes noires ou toutes une seule couleur parce que tu n'aurais pas besoin de faire de changement de peinture dans l'usine, là, évidemment. Ouais. Oui, mais les voitures, on va dire, voiture, c'est un truc qui n'a pas beaucoup d'aspects culturels dans ça, tu sais, mais on voit les maisons, par exemple. L'architecture, c'est horrible. C'est horrible en Amérique du Nord. Mais en Amérique du Nord, mais si tu vois un pays, au Brésil, par exemple, il y a beaucoup de cette architecture qui rentre au Brésil, ça standardise, c'est ça. Mais ça manque la côté culturel, c'est ça que je veux dire. Tu comprends? Ça manque l'espoir. Le système valorise juste pas ça. Il valorise pas la culture, tout court. Le système valorise pas les cultures qui sont pas la culture dominante. Qui est la culture de standardisation et du profit. Et d'Amérique du Nord. Ouais. Et Amérique du Nord pour le moment, mais c'est toujours la culture du pays dominant, de la culture dominante. Donc la colonisation, elle continue avec une perspective culturelle. Même si elle n'est pas là dans une perspective genre d'invasion physique ou ce qui s'arrive dans d'autres pays, on voit aujourd'hui par exemple, mais elle continue aussi dans une perspective culturelle. C'est quoi les genres de films que tu écoutes? C'est quoi les livres que tu lis? C'est comment l'architecture de ta maison? Ça fait aucun sens. Où est-ce que je viens? La température est 40 degrés, 35-40 degrés tout le temps. Et là, les gens se battent de maisons qui sont extrêmement chaudes. Mais nous, on avait d'architecture, des façons de faire avant qui répondait plus à ses besoins locaux, en fait. Ouais, okay. Exactement. Mais ça ne fait pas partie de la vision dominante européenne, ou premièrement européenne, parce que c'est des Portugais et Espagnols, et maintenant, mais non. Y aurait-il une façon de faire... Parce que, je veux dire, tu dis que, dans le fond, chacun des besoins, ça fait en sorte que c'est plus difficile d'étaler ses profits en répondant à plusieurs types de besoins. C'est difficile de le faire. Puis le modèle dominant, clairement, fonctionne actuellement à cause de cette optimisation de ressources-là. Excuse-moi, à cause de la standardisation. De maximisation du profit. Oui, mais là, si on voit ça inversement, comment on fait pour avoir un système qui est inversement comme ça, mais qui fait un clash là-dessus? Comment on gagne avec cette vision-là versus eux? Ouais, ben c'est là... Pour moi, je pense que c'est la question plus importante aujourd'hui. Tout le monde se demandait, mais moi, je pense que ça doit commencer pour une réponse à la question, c'est quand que c'est suffisant. Notre système est coupé complètement l'idée d'arriver dans un moment où les choses sont suffisantes. Le profit est suffisant. Genre, je ne besoin pas plus que ça.
Ouais, parce que c'est dans l'idée d'avoir une accumulation infinie de capital et compagnie. Exactement. Parce que, justement, on parlait de pouvoir tantôt. Je pense que Exactement. c'est ça que les grandes corporations, c'est ce qu'ils veulent, genre. Exactement. Il n'y a pas de mission noble dans cette accumulation de capital-là. Là. Non, la mission noble, elle vient, c'est le profit vient. Tu comprends? C'est ça l'autre appel. C'est ça l'autre appel qui j'avais, spécialement quand j'étais chez Microsoft, parce que j'étais là, département d'apprentissage, d'éducation et de famille. Et là, c'est quand ça virait vers l'intelligence artificielle que la pression s'était... accentuée. La pression était vraiment énorme. Et cette pression était, on veut que les gens fassent l'application de l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'était les Large Language Models. C'était pas vraiment l'intelligence artificielle, les autres méthodes d'intelligence artificielle, machine learning, non. C'était vraiment juste Large Language Models. Et cette pression, ça dit les valeurs, les utilités, les choses, c'est un peu poussé. Même si notre département poussait en retour et dit non, on veut, parce que c'est ça les conundrums, c'est ça les paradoxes. C'est ça la dynamique qui existe d'inégalité sociale puis de dynamique de pouvoir, en fait. C'est ça, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un paradoxe et des fois, je pense que c'est important pour les gens plus progressistes, radicaux, de la gauche, de comprendre que les gens qui travaillent dans ce monde corporatif, il y a des gens qui sont vraiment de bonnes personnes, qui croient que son travail et qu'ils ont la capacité d'être dans une entreprise comme ça et de faire un changement. Et des fois, oui, ils sont capables de faire certains changements, mais ça, c'est ma vision. J'ai vu vraiment qu'un jour, quelqu'un me prouve que je ne suis pas correct en ça. Mais je crois que c'est impossible de changer une compagnie, une corporation au complet, parce que l'objectif de vie, basiquement, de survie, de vie d'une corporation, c'est maximisation de profit. Fait que tu es contre l'idée d'avoir des héros chez des corporations, en fait. Ben, l'idée, c'est que l'éthique, les valeurs vont être toujours en deuxième, troisième place. Ça sera jamais en première place. Ouais, je comprends. Les profits, toujours en première place. Ce qui fait, je pense, du sens, en fait. Là. On n'est pas... T'as pas besoin d'avoir 40 post-doctorat de le voir que c'est ça qui se passe, de toute façon. Absolument. Ouais. Mais oui et non, parce qu'en même temps, on est rentré dans une société où on rentre dans un paradoxe psychologique parce que notre culture est axée vers ça. Le pouvoir, plus d'avoir l'accumulation de capital, c'est vraiment axé vers ça. Genre. Oui. Même individuellement. Oui. Et nous, on avait différemment, par exemple, des cultures de peuples autochtones, de la culture philosophie, on va dire orientale, tu sais, qui sont une diversité, plus, là, et qui sont plus dans la perspective des paradoxes. Okay. Le paradoxe est extrêmement important parce qu'on vit ça aujourd'hui de plus en plus et les gens ne savent pas comment dealer. Notre société moderne occidentale ne savent pas comment dealer avec les paradoxes. Et les paradoxes que je dis, c'est ça. C'est que dans les compagnies, tu vas voir les gens qui poussent pour un bien-être, qui pensent vraiment, qui sont capables de faire dans un système... Un changement social, équitable exactement. Et compagnie. Ouais. Et les deux choses arrivent en même temps. Ouais. Tu vives constamment dans une paradoxe, dans une conundrum, je ne sais pas comment tu veux dire. Ouais, c'est un paradoxe. Parce que tu dis, je fais du bien, à chaque jour, je mets l'énergie, des efforts. Ouais. Je fais des efforts pour faire un changement, mais en même temps, tu sais que ton effort est aussi là pour faire le monde pire. Ouais, je comprends. Fait que, de prime abord, si tu travailles pour une corporation, même peu importe l'effort que tu vas y mettre, ça reste quand même minime. Parce que tes efforts quand même que tu fais, ça va être dans le but de faire une... Fait que ça serait de plus travailler dans une corporation puis de faire un plus gros clash. Parce que moi, ma prochaine question, c'est ça. Ouais. C'est le modèle de vouloir faire moins d'inégalité sociale, moins d'accumulation. Pas dans le but d'avoir un modèle qui est d'accumulation de capital infini. Fait que ça serait de faire une plus grande transition, un plus grand virage en termes de personnes vers un virage post-corporatif. Puis de développer plus le modèle, entre guillemets, OBNL. C'est un peu ça l'idée. Ben, moi, je pense qu'on
on doit être critique même avec la perspective du modèle, des structures légales des corporations ou d'organisations. Et je ne dirais pas que l'idée, c'est vraiment de faire une transition vers les OBNL, parce que je suis quand même critique du modèle d'OBNL, parce que je pense que le modèle d'OBNL a été créé dans une perspective systémique qui c'est majoritairement capitaliste. Ou ça veut dire, OK, tu as une compagnie, une organisation sans but lucratif, mais comment les organisations sans but lucratif sont capables d'exister? Donc, ça doit être fait une analyse. Et pourquoi ils sont là? Est-ce que c'est majoritairement pour prendre des fonds, d'investissements, des super riches, des gens qui ont déjà l'accumulation de capital? Donc, si ces gens n'existaient pas, est-ce que ça existait, les organisations sans but lucratif? Ouais, parce qu'évidemment, genre, je veux dire, faut reconnaître quand même que les corporations ont quand même leurs outils très efficaces pour créer des travails, créer genre justement du capital, mais ça crée une économie pour que les gens puissent manger, veut pas. Là. Fait que si ce serait tous des OBNL, il faut toujours faire les... Si tout le monde était OBNL ou si tout le monde était corporatif, c'est pas un modèle qui se ferait non plus. C'est ce que tu mentionnes en fond. Exactement, mais moi aussi, je pense que ça doit être pas ni une ni l'autre. C'est pas c'est aussi de défendre le monde corporatif et dire, ah oui, moi je pense qu'on ne peut pas juger les gens qui sont dans le monde corporatif parce qu'ils vivent dans une réalité de pression économique. Ou ce qui je ne peux pas mettre mes doigts et regarder mes amis qui continuent dans le monde corporatif de dire pourquoi tu ne fais pas les... Ce que je fais, ouais. Oui, exactement. Pourquoi tu ne sors pas de ça? Sors de ce monde, mets pas ton effort. Mais là, c'est des gens qui ont des enfants, qui ont des dettes, qui doivent payer de choses, qui sont rentrés dans une prison capitaliste. Où est-ce que si tu sors et je vis ça, tu sors d'un travail qui te paye extrêmement bien. Extrêmement bien. Oui, puis là, la mission de Rooted Future Lab, c'est de comprendre les besoins de quelqu'un. Fait que là, tu pourrais pas pointer du doigt les mauvais besoins, en fait. C'est ça, ça serait hypocrite de faire ça. Et c'est hypocrite. C'est extrêmement hypocrite. J'étais capable de faire ce virage seulement parce que j'ai regardé mon privilège de passer 7 à 8 ans dans les grosses corporations et d'être capable aussi en même temps, parce que quand j'ai rentré, à cause de tout ce que j'ai vaincu avec le manque d'argent, l'expérience comme enfant et tout, j'ai dit, le moment que je commence à faire vrai argent, je vais aussi commencer à connaître un peu sur les finances personnelles, des choses comme ça. Donc là, j'étais capable de me rendre dans un moment où j'étais capable de faire ce virage. Mais comme tu dis, c'était grâce à ce privilège-là. C'était grâce au privilège. Donc, c'est pour ça qu'on doit être vraiment critique et dire, et moi, je ne peux pas juger les autres. Parce que je ne sais pas si les gens avaient... Ils sont peut-être dans ta situation où tu étais avant. Exactement. Exactement. Est-ce que tu trouves que le principe ou juste l'idée du privilège, est-ce que c'est tout le monde qui le connaît? Je pense pas. C'est difficile. Non? C'est difficile. Même je vais parler de moi-même. De ton expérience, oui. De ma expérience, exactement. Parce que même... juste en penser, réfléchir tout le temps à la question de justice et tout, je n'ai jamais me regardé le miroir et dit, mais toi aussi, Philippe, tu es privilégié. Tu sais, oui, on dit ça d'une façon, par exemple, au Brésil, on apprend toujours d'avoir la gratitude parce qu'on est vivant, on a la bouffe, des choses comme ça. Mais il a un privilège beaucoup plus grand, qui c'est un privilège financier, un privilège de connaissances. La famille. D'avoir la famille, d'avoir le support. Comme que tu expliquais au début, je veux dire, tout ça, tes parents qui travaillaient d'arrache-pied, ça n'aurait pas été possible. Pour toi, d'aller étudier, d'aller jusqu'au HEC, les contacts et compagnie, tout ça, c'est un bagage de privilèges. Certaines choses, c'était la chance. Je ne sais pas comment expliquer, honnêtement. C'était des trucs qui c'est super intéressant parce que dans ma vie, chaque fois que je me trouvais dans un mur, dans un moment que je disais comment je vais être capable de sortir ici, quelque chose arrivait qui est genre, wow. Tu sais? Mais il a un privilège en être un homme. Absolument. Déjà, oui, à 100%. J'ai grandi dans une société où j'ai vraiment appris comment être plus confiante en moi-même
pour être homme, pour être capable de m'exprimer plus, pour avoir plus d'espace pour m'exprimer. Et je vois de plus en plus comment ça, c'était différent avec mes amis, ma copine, tu sais, de comprendre un petit peu plus l'expérience des femmes, spécialement des femmes noires, des femmes... Et aujourd'hui, je suis extrêmement curieux de savoir comment c'était quand même l'expérience des femmes autochtones. T'es curieux de l'intersectionnalité des personnes. Oui. Je veux dire, t'as plein d'empathie. Je pense clairement c'est quelque chose qui t'a aidé à plus vouloir t'intéresser à ça. Là. Oui, mais c'est l'empathie qui était là, mais t'es pas capable de développer. J'avais pas les opportunités parce que les systèmes te conditionnent à pas regarder ça. Tu comprends? J'habitais dans un monde où j'étais, par exemple, quand j'étais enfant, j'étais allé chez mes amis à cette place que je dis, à la plage, le Tabouba. Et là-bas, j'arrive chez mes amis et des fois, c'est genre le moment de souper. Et là, les parents disent « Philippe, je ne savais pas que tu étais ici, mais là, on a juste du riz et d'haricots. » Et je dis, on n'a pas la viande. Je dis, ben non, mais t'inquiète pas, je peux retourner à la maison. C'est à ma maison, tu sais, c'est à côté. Et les gens disaient, non, tu restes ici. Indépendamment qu'est-ce qu'il y en a, on partage. Mais ça a pris du temps pour moi pour comprendre, oh wow, les gens étaient tellement pauvres. Ouais. Parce qu'à ce moment, j'étais assez petit que c'était juste genre, ah ok, ben haricots et du riz, ok, je mange. C'est genre... c'est vraiment... J'étais pas capable de comprendre. Ben, ça l'a pris comme tu dis, ça l'a pris la transition d'avoir ce privilège-là, puis ce bien-être-là, d'avoir un toit et compagnie, connaissance financière, pour prendre cette conscience de « OK, j'ai des privilèges. » Oui, une maturité. Ouais. Et la maturité, ça vient avec un autocriticisme, tu sais, une autocritique. Et cette autocritique, c'est ça qui est... Ben, on retourne à ta question, c'est que c'est extrêmement difficile de faire. Qu'est-ce que tu penses que les gens ici, clairement au Canada puis au Québec, on est très, très bien positionnés? Je veux dire, on entend parler de la précarité dans les rues qui est très clairement grandissante. J'ai reçu Cédric, qui est un ancien itinérant. On dit tout le temps qu'on n'est jamais à l'abri de tout ça. Mais je pense que, est-ce que tu dirais qu'il y aurait cette pente fatale-là de penser qu'il n'y a pas de privilège, puis c'est dans ces moments critiques-là qu'on peut tomber dans l'itinérance, en pensant que c'est clairement des prix pour acquis. Là. Je disais, mon père, quand il est arrivé au pays, puis lui, le 1er juillet, là, c'était la journée de « What the hell? » Il y a des gens qui jettent tellement de choses dans la rue à cause des déménagements que c'est encore bon, utilisable, puis qu'on prend tellement pour acquis. Puis on ne parlera pas du recyclage en plus, là, je veux dire, que clairement, on recycle des choses qui ne devraient pas être recyclées. Là. Qu'est-ce que tu penses que ces gens-là ne voient pas ces injustices sociales-là, ne voient pas cette justice environnementale-là à cause de ce privilège-là? Qu'est-ce que ça prendrait pour faire un mouvement de masse de compréhension de ces privilèges-là, tu penses? Ben, je pense qu'on retourne à la question de conditionnement. T'sais. C'est pour ça que moi, j'adore... C'est comme si mon parcours qui m'a amené à des sciences cognitives, à étudier la science cognitive, ça me permet un peu de penser ça. Cette perspective des conditionnements, ça nous fait... C'est pas qu'on n'a pas le vouloir de voir ça... C'est juste... On ne sait même pas qu'on est dans cette prison-là, c'est ça. Exactement. C'est ça que tu disais on ne sait même tantôt, pas qu'on est dans la prison, tu sais. Et là, des fois, on va y aller dans un autre pays et les gens adorent faire ça et aller en Afrique, tu sais, ils vont aller au continent, l'Afrique, n'importe pas quel pays. Même en Amérique centrale. Hein. Amérique centrale, Amérique du Sud. Oui, mais les gens qui vont à Cuba reviennent toujours avec une opinion de « Oh my God, les gens, c'est difficile et tout. » Puis c'est comme, mais prends conscience que, je veux dire, ça peut tellement t'arriver demain. Les Ukrainiens, c'était exactement ça. C'est ça. Je veux dire, du jour au lendemain, il y a eu la guerre, puis c'était un pays riche. Exactement. C'était le 3e ou le 4e pays qui était clairement, qu'on appelle le garde-manger de l'Europe. Ils se sont retrouvés comme ça. Genre. Puis avec l'histoire géopolitique qui se passe actuellement, il ne faut pas prendre pour acquis ça. Là. Mon père, il regarde les nouvelles non-stop. Oui, non. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui c'est vraiment difficile pour moi aujourd'hui d'écouter, c'est quand les gens vont dans notre pays et qu'ils retournent à la maison et disent genre... Oh wow, on doit avoir beaucoup de gratitude qu'on habite ici parce que les gens qui habitent là-bas, ils ont vraiment rien, tout. Mais on doit penser, on doit réfléchir. Comment on a tous ces trucs et les autres n'ont pas? Sur le dos de qui? Sur les dos de qui? Exactement, sur les dos de qui? Et c'est là quand tu
tournes cette clé, qui c'est extrêmement difficile parce que quand tu tournes cette clé, tu ouvres cette porte, tu peux pas la fermer. Mais c'est comme une boîte de Pandora. Tous les monstres qui sortent là-bas vont vraiment te suivre pour le restant de ta vie. Et là, c'est ça que c'est dur. C'est pour ça, c'est ma hypothèse. C'est pour ça que beaucoup de monde sont pas capables de vivre la porte. Ils sont pas capables de vivre la boîte de Pandora parce que de vivre et de se confronter avec le privilège qui ça vient avec une histoire de colonisation, d'exploitation des autres peuples, des ressources et tout. Et c'est un peu le principe de ignorance is bliss. C'est un peu ça. Genre, dès que tu prends conscience, tu sais, on dit tout le temps, il y a plein d'études qui montrent que les gens de droite sont clairement plus heureux que les gens de gauche. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont juste pas ouvert cette... je sais pas que c'est un manque d'empathie, là, mais de s'éduquer sur cette prise de conscience-là, en fait. Là. C'est ça, c'est un peu ça, en fait. Là, que tu comprends même pas qu'on idolise tellement les voitures électriques, mais que... Il vient de où? Ton lithium, il vient d'Argentine, puis il vient du Chili, où il y a 4 villes principales là-bas que les gens ont des cancers pulmonaires à grandeur échelle nationale. Ouais. C'est fou. Ouais, mais je pense que dans ce sujet, il a plein de facteurs. Je pense qu'à la gauche aussi... Oui, la gauche doit confronte ces genres de monstres qui sortent quand tu tournes cette clé. Mais il a aussi une perspective qui, quand tu rentres là-bas, tu te rends un peu seul. Même si on se parle toujours des communautés, il a un discours qui ne suit pas nécessairement plutôt la création d'une communauté, d'une unité, parce qu'avec la diversité, on n'est pas capable de penser ces paradoxes, de comment créer une unité avec la diversité. On pense qu'on est capable, mais à chaque fois dans la gauche, parce qu'on a plein de différents objectifs. Des réalités différentes. Et des réalités différentes, on est toujours à essayer de dire c'est quoi la priorité. Et là, ça rend une friction, c'est ma vision. Quand la droite est beaucoup plus facile, elle profite. Oui, profit, go to work, sleep, puis c'est tout. Mais go to work, sleep, c'est tout fonction de faire l'argent. Donc, tu comprends, tu facilites les choses, tu minimises tous les facteurs, tu crées un seulement. Là, tu ne dois pas trop penser. Et donc, ça, tu réduis la charge cognitive. Et là, tu es plus capable de vivre. C'est ignorance is a bliss dans cette perspective. Parce que pour nous, c'est genre, OK, je dois penser ça, je dois penser plein des autres trucs. Dans ton langage, dans ta façon de parler, dans ta façon de considérer les choses, dans les régimes alimentaires. Ah, lui, il est végé, d'où ce que ça vient. Et le système n'aide pas. Non. Le système ne veut pas t'aider. Donc, le système va augmenter la charge cognitive pour qu'on puisse se rendre... Qu'est-ce que tu veux dire par le système augmente la charge Par exemple, on n'est pas capable de facilement savoir d'où que ça vient la bouffe. Ah, ouais, 100%. Ouais. Donc, c'est toi... Tes haricots, ils viennent de où? Je sais même pas. Genre, ouais. Exactement. Donc, si toi, tu veux savoir ça, c'est tout ton travail à faire. C'est beaucoup de ton temps à faire pour savoir d'où ce que la bouffe vient. Là, ça devient un gouffre infini de recherche d'informations. Exactement. En plus, ça, on parle des haricots, je pense que c'est assez simple. Là. Je veux dire, ça vient du Mexique, ça vient de l'Afrique, ou peu importe, là, ou ça vient du Canada, peu importe. C'est parce que c'est un seul truc. Exactement. Mais quand ça devient un assemblage, là, c'est terminé. Là. Exactement. Genre, le cellulaire, il y a genre 20 000 composantes dedans. Là, il y en a un qui vient de Chine, il y en a un qui vient de l'Argentine, il y en a un qui vient de l'Europe. Puis à la fin, c'est écrit assemblé au Canada ou assemblé aux US. Là, c'est terminé. Là, on a perdu toute la façon de traçabilité de d'où ça vient. Là. Exactement. Et comme tu dis, c'est le système qui fait que... C'est le système qui veut pas que tu saches d'où ça vient. En fait, les systèmes créés, et ça, c'est deceptive design aussi, ben, pour moi, c'est pas juste deceptive design, c'est vraiment un genre de fait de design qui... Ben, dans l'école de design, domaine design, les gens parlent tout autour de réduire la charge cognitive. Tu sais, genre, par exemple, Amazon One Click Buy. Tu sais, genre, facile, genre. Mais ce genre de réduire la charge cognitive, ça arrive seulement quand c'est pour augmenter les profits. Parce qu'ils savent, ils utilisent le contraire, l'augmentation de la charge cognitive, quand c'est pour créer la confusion mentale. Quand c'est pour faire les choses qu'ils ne veulent pas, plus difficiles. Comme, as-tu un exemple? Comme la bouffe. Comme savoir d'où ce que la bouffe vient.
sais, montrer par exemple combien de CO2, tu sais, fait tout le travail de logistique, de chain, de sustainability, tu sais, de durabilité. Ils veulent réduire leur friction de profit, mais augmenter la charge pour la réduction. Toujours dans l'objectif de faire plus d'argent, en fait. Toujours, oui, exactement, pour faire que le système continue de la façon qu'on est, ou même pour renforcer ça. Parce que si tu donnes certaines informations à les gens vont être capables de voir et là, peut-être vont changer ses habitudes et ses attitudes. Et là, peut-être ça va pousser le système à changer. Parce que la première chose que ça pousse, c'est le politicien. Mais les compagnies qui vont pousser les politiciens, tu sais, là, ça peut changer tout l'équilibre de pouvoir. C'est un problème systémique complet, genre. Ça peut changer le système au complet. Mais là, non, tu peux pas. Ouais. Tu comprends? Mais comment faire ce virage de changement de système-là? Puis on peut pas rester compétitif, me semble. J'aimerais bien que ça le soit, mais c'est tellement difficile. Je veux dire, après, on perd. On dit tout le temps, si on le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire, puis lui, il va gagner la course. Puis, mais quelle course? Puis cette course aide à avoir du pouvoir. Ouais, mais moi, je pense qu'on besoin toujours retourner à les fondamentales. Quelle course? C'est quoi cette course qu'ils ont fait? Ben, en ce moment, les plus grands courseurs, en guillemets, c'est les États-Unis puis la Chine. Non, je comprends ça, mais la question, c'est quoi la course? La course vers quoi? Avec quel objectif? Faire l'argent, mais avec quel objectif tu veux faire l'argent? Ben, on le voit. Avoir le pouvoir, mais tu vas avoir le pouvoir pourquoi? Ah, c'est pas pour nous, ça c'est sûr. ouais, mais si tu fais cette réflexion, digression, cette réflexion, tu vas arriver juste au moment que tu dis, ça fait aucun sens. Ah, 100%. Parce que tu vas arriver dans un monde où il n'y a pas de personnes, parce qu'il n'y a pas de ressources, parce qu'il n'y a pas de nature, parce qu'il n'y a pas de vie qui supporte le monde. Et c'est là qu'on se trouve maintenant. Parce que les scientifiques disent... Les limites planétaires, on y arrive bientôt. Là. Exactement, que le peuple autochtone disait déjà, ça fait longtemps, il avait un moment que tu n'as pas quoi manger, que ton argent, tu vas brûler ton argent. Brûler toutes les sources d'eau, puis toutes les sources de... Exactement. Pour nous, en fait. Genre. Et puis, on va vivre quoi? On va vivre comment? Tu sais, genre, donc ton argent, ton idée... Ton énergie, tes efforts, on parlait tantôt. Exactement. Ouais. Donc, cette idée des courses, c'est une illusion. C'était créé une abstraction, une illusion qui était créée qui ne fait aucun sens. Ben, je vais te poser la question. Ça ressemblerait à quoi d'abord un futur qui est en ligne technologiquement puis avec une justice environnementale? Tu le verrais comment, ce monde-là? Ouais, qui n'est pas vers ce qu'on parlait, qui n'est pas ça, là, de faire que du profit, puis après, on respecte les limites planétaires. Ça ressemble à quoi, selon toi? Ben, moi, je pense que pour répondre à cette question, on doit toujours retourner plein de pas pour penser c'est quoi la technologie. Tu comprends? Même là, on besoin toujours faire cet exercice. Justice, c'est un concept, de notre culture. Est-ce qu'il y a des autres cultures qui avaient ce concept de justice? Qu'est-ce que ça dit à ces autres personnes? Je dis par exemple, pour les femmes, peut-être pour les femmes blanches, la justice, n'était pas nécessairement matérielle. Peut-être les femmes blanches avaient déjà le matériel, mais n'avaient pas le pouvoir de décision. Pour certaines autres femmes, peut-être les femmes noires, c'était pas une perspective juste de décision, mais c'était aussi matériel. Pour les autres personnes, c'était peut-être... Chaque réalité ont leur truc différent. Ouais, exactement. Donc, ils ont besoin toujours faire ce travail fondamental où on revient à se questionner, c'est quoi ça? Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on arrive dans un moment où on se parle, par exemple, d'intelligence artificielle. Partout, intelligence artificielle, oh mon Dieu, c'est fatigant. Mais c'est quoi intelligence? Ouais. Ça va être quoi cette technologie-là? Elle va servir pour qui puis pourquoi, en fait? Exactement, mais pour savoir c'est quoi la technologie, on a besoin de dire ça veut dire quoi intelligence? C'est parce que la technologie qui utilise un concept d'intelligence artificielle, ça dit qu'ils savent c'est quoi l'intelligence, mais on n'a aucune idée. C'est quoi l'intelligence? Intelligence de qui? Mesurer comment? Tu comprends? Donc, c'est ça que c'est important de dire parce qu'on était... La technologie, elle est un peu comme genre le couche finale de plein des autres couches. Une couche ontologique de vision de réalité, de c'est quoi la réalité de nature,
Ça répond à quel besoin? C'est vraiment plus ontologique dans la question comment je vois la réalité. C'est quoi la nature de la réalité? Tu sais? Et un couche épistémologique, c'est comment que je vois la connaissance, c'est quoi la nature des connaissances, comment j'écris la connaissance, ou ce qui est dans notre conception occidentale, moderne, c'est scientifique européenne, dans une perspective d'écrit. C'est pas oral, c'est d'une perspective de mesure objective, mécaniciste, tout ça. Mais il a, peuple autochtone, avec sa propre science. Ouais. C'est avec sa propre épistémologie, sa propre façon de penser. Et là, après que tu suives ça, tu vas rentrer dans une perspective aussi culturelle, que tu vas rentrer aussi dans une chose, et que tu crées une technologie. Parce que la technologie, c'est une perception de comment tu vas créer des outils, genre, pour faire quelque chose. Exactement. Répondre à un besoin X. Pour répondre à ta façon de voir le monde et interagir avec le monde, ta relation avec le monde. Et le monde en entier, pas seulement toi et des autres personnes. Mais je pense que ça s'inscrit quand même, veut pas, dans un contexte de compétition quand même. Pour nous, c'est pas pour rien que ce modèle-là, parce qu'on a accepté que ce système-là il est comme ça, là, évidemment, là, mais il existe. Je veux dire, mettons, il y a les peuples autochtones, ils ont travaillé pour avoir ce système-là, mais là, on les a tellement écrasés avec l'autre système de pouvoir qu'ils peuvent même pas respirer. Je veux dire, on n'entend jamais parler de technologie autochtone parce qu'on leur laisse même pas la chance de se relever. Là. C'est dommage. C'est dommage, oui. Oui, mais en même temps, c'est de penser c'est quoi technologie, encore une fois, parce que technologie aujourd'hui, pour notre société moderne, c'est extrêmement lié à la technologie, à high-tech. Genre de téléphone, d'ordinateur, de robots. Non, high-tech dans ce contexte. Mais là, de low-tech, il a des autres formes de technologie. Par exemple, une flèche, une technologie. Oui, ou juste une serre. Je veux dire, en Afrique, ils ont des j'allais dire AC, là, des air conditioners, tout ce qui est limitation réduction de température. Ils ont fait des tours avec des trous, puis ça permet que l'air est plus propre. Ça, c'est low-tech. Genre. Architecture, c'est une technologie. Mais les processus, les méthodes, les systèmes sont aussi des technologies. Donc, comment tu fais, par exemple, pour garder une viande sans nécessairement avoir un freezer? Un frigo, tu sais. Ça, c'est une technologie. Et on sait qu'ils peuvent utiliser les sels, par exemple. Il y a des autres peuples qui utilisent des autres choses. Donc, tout ça, c'est une façon de voir. Mais c'est de voir en lien, en relation avec quelque chose. Notre relation aujourd'hui, c'est avec l'argent, avec les capitales. La facilité. Le confort vient pour que ça se fait plus facile de créer d'autres profits. Et que nous, on reste dans notre prison. C'est une prison confortable. Une prison de confort. C'est une prison de confort où on commence à arriver dans un moment où cet confort commence à être inconfortable. Ouais, on le voit avec les gens qui font de l'anxiété puis ils font plein de dépression. Et les gens ne savent même pas pourquoi ils ont de l'anxiété. Ouais. C'est ça que c'est intéressant pour moi. Plutôt, c'est genre, je me rends anxieux, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. Puis on ne sait même pas que c'est ce confort qui fait que ce système-là est comme ça. Genre, je pense que moi, je pense vraiment que les gens sentent aujourd'hui. Ouais. Puis c'est pas pour rien qu'on paye des millions de dollars ou des milliers de dollars dans une année pour aller faire du camping puis refaire ce retour à cette communauté-là que pour bien des gens, ils comprendront jamais pourquoi. Là. Ouais. Et là, c'est ma critique parce que tu avais demandé dans une perspective canadienne, québécoise, je pense qu'au Canada, il a une image qui s'est créée, qui c'est similaire un peu au Brésil, une image d'une relation avec la nature, mais cette image de relation avec la nature, c'est une image superficielle. C'est une relation superficielle. Regarde, je suis allé faire du hiking aujourd'hui, je suis allé faire... Non, je suis bien équipé, mais comme, est-ce que tu profites de la vue? Exact. Oui, et c'est plus que c'est quoi que tu profites, c'est... Qu'est-ce que ça te dit, cette relation? Qu'est-ce que ça te dit, cette expérience? Comment sur toi-même. Sur toi-même et sur ta relation avec le monde, qu'est-ce que ça dit? Comment ça guide ta façon de vivre dans le monde? Tu sais? C'est lié avec le monde, c'est ça. Juste réalité, ton rapport avec la réalité, comme tu disais tantôt, tout court.
Que ce soit avec la nature ou quoi que ce soit, genre. Ouais. Oui, exactement. Exactement. On rentre dans une perspective peut-être un plus... Et là, dans la philosophie, ça se parle de plus animiste. C'est ce qui est là en relation de culturel avec des autres formes de vie, par exemple, spécialement en parlant de ça. Mais notre vision est vraiment pas animiste. Là. On est déconnecté. On est extrêmement humaniste. On est vraiment, c'est les humains. C'est les humains, pas seulement dans les tops de la pyramide, mais c'est les humains, les centres de tout. Ouais. C'est comme si... Exocentrique, en fait. Extrêmement. Okay. Et c'est ça que ça crée un énorme problème pour tout. La technologie est créée pour nous, pour notre confort, dans une illusion de confort, absolument. Et dans l'économie, on parle comment je peux dire ça en français, mais c'est un peu comme si c'est la marginalisation de tout ce qui est extra de l'économie, tu sais, genre par exemple la nature. Un arbre, par exemple, n'a pas de valeur, elle a juste de valeur quand tu la coupes. Ouais. Ou juste les gens qui sont pas capables de rentrer dans ce système-là. Tous les gens qui vivent de l'itinérance, c'est ça. On les marginalise le plus possible. Genre. Tu marginalises. Ils rentrent pas là-dedans. Genre. Exactement. Ça, en anglais, c'est externality denial. Ça, c'est des externalités qui sont mis à côté, là, qui sont des trucs qui sont pas dans la formule de GDP, de PIB. Là. Et ça, que ça rend complètement compliqué. Parce que la façon comme on mesure la réalité, ça aussi implique la façon comme la réalité va être perçue pour nous. Donc, notre méthode, notre façon de calculer ça, ça dit beaucoup de comment on va vivre notre vie. Il y avait un humoriste qui disait qu'il considérait les gens qui sont importants, les gens qui vivent inside. Il disait, quelqu'un qui me demande de l'aide, je dis, oh my god, je vais venir t'aider, puis tout. Puis Leslie me dit, est-ce que je peux avoir de l'argent? Ça assume qu'il ne vit pas dans quelque chose. Je peux pas t'aider. La réalité qu'on perçoit de quelqu'un, c'est quand il vit dans ce système-là. Il y a un toit, c'est correct. Genre, tout le reste, on le marginalise. Mais en fait, c'est un humain qui a juste besoin d'aide. Tu devrais aider nonetheless. Genre. Tu devrais l'aider, peu importe. C'est quelqu'un qui est dans le besoin. Genre. Et comme tu dis, j'aime bien cette perspective que ça travaille sur genre, ta façon de voir la réalité tout court. Puis, tu dis que l'humain est tellement important, mais pas tous les humains. Pas tous les humains. Pas tous les humains. Exactement. Exactement. Ceux qui sont dans le système. Genre. Pas tous les humains. Et tu continues à catégoriser, tu sais, parce que c'est vraiment genre... C'est comme une intersectionnalité différente, genre, du système, genre. Oui, c'est même pas intersection, c'est vraiment genre des catégories de confort. C'est un peu comme quand tu vas dans un avion, tu sais. C'est un avion, c'est exactement bien fait comme ça. C'est la classe première et tout le reste, genre. Oui, mais c'est même pas comme ça. C'est économie plus, tu sais, business. True business. Ouais, ça vient vraiment. Tu vois les modèles. Parce que Ouais. c'est une projection de notre monde. Ouais. Tu comprends? C'est vraiment une projection de notre monde. Et ça, c'est... Et tu le vois dans tous les types d'appartements. Les appartements riches, les petits quartiers, nanana. Puis après, t'as ça. En fait, c'est juste la réalité du modèle de capitalisme pur, genre. Exactement. Il sait pas il sait pas... Parce que les gens pour dire, ah oui, mais on s'écrit parce qu'il y a des gens avec des différents ressources et qui vont payer plus ou moins. Donc là, on s'adapte. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que les gens qui ont moins, ils sont... C'est pas que tu donnes une chance, minimum, une un baseline, c'est un minimum pour que la personne pour vivre bien. Non, c'est en fait, tu le juges la personne, tu fais la vie plus difficile. Regarde, c'est juste disponible selon tes capacités dans le système. Exactement. Regarde la banque, par exemple, si tu as moins d'argent, tu fais moins d'intérêt. Ouais. Plus d'argent que tu as, ça, plus d'intérêt. Si tu as de l'argent. Si tu as l'argent. Mais c'est déjà complètement faux parce que si tu as moins d'argent, tu as besoin d'avoir plus d'intérêt pour être plus capable de faire. Mais si tu as plus d'argent, ça doit réduire les intérêts. Mais qu'est-ce que le banque a besoin? C'est des gens avec plus d'argent. Donc, c'est vraiment pas de voir le bien-être de la population et d'aider à réduire l'inégalité, c'est d'augmenter les inégalités. Oui, 100%. Tu comprends? Et la technologie est là pour aider ça parce qu'il a... Tu t'écris des systèmes, tu appliques des perspectives statistiques, tu crées des façons de design où tu continues à pousser ça. Perpétuer ce truc, en fait. Exactement, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est vraiment un jeu où ce qui est l'objectif, c'est d'arriver dans une
place qui, avec je plus sais de même profit dans cette optique d'accumulation de capital. Oui, mais pour faire ça, tu dois tuer les autres. Ouais, mais ça, en finance, on dit tout le temps, si c'est toi qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. Il y a quelqu'un qui perd. C'est toujours un zero-sum game. Ouais. Tu sais? Ouais. Et ils savent que ça fait mal. Cette perspective d'hyper-compétition, ça fait mal. Ça me semble très noble comme mission. Moi, je dis tout le temps, c'est quand même difficile et très noble de vouloir d'avoir de la justice sociale ou juste de la justice environnementale parce que c'est quand même j'ai l'impression que c'est hors système thermique. Mm-hmm. L'univers est quand même fait pour de l'énergie. Mm-hmm. Puis, je veux dire, le modèle capitaliste rentre 100% là-dedans. Oui, c'est un combat toujours, mais on besoin couper aussi, moi je pense, avec cette idée que c'est une perspective noble. Et là, je vais entrer là pour réfléchir dans le langage, parce qu'on dit « Ah, c'est noble ». Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que la noblesse est la bonne chose. On revient avec le langage colonial. Ouais. C'est ça que c'est intéressant. Donc, c'est vrai. C'est avoir cette façon de voir, ça doit être plus, peut-être je dirais pas c'est noble, c'est populaire, c'est communautaire. Tu sais, je joue avec les mots. Mais non, mais tu fais bien de critiquer ce terme-là. C'est vrai que c'est peut-être pas la bonne façon de le dire ou de le penser, effectivement. Mais c'est le côté gauche. C'est pas noble de penser ça. C'est humain. Exactement. C'est ça, je comprends. Oui. On a besoin de trouver notre langage. On a besoin de trouver notre façon de parler. Et là, on essaie. Et là, de discuter. On a besoin aussi de trouver l'empathie, la compassion, parce que c'est compliqué, c'est différent et tout. Mais on a besoin de trouver notre langage. Merci, Philippe. Je vais changer ce terme-là à 100%. Tu me remets le miroir en face. Ça fait beaucoup de bien. Merci. Toi aussi. Mais moi aussi, j'apprends toujours. J'ai fait la critique et toujours, écoute, j'utilise aussi des choses. Oui, mais tu as ton bagage aussi. Absolument. On approche la fin du balado, mais s'il y a quelqu'un qui voudrait s'engager dans ton domaine, qui voudrait faire aussi travailler chez Rooted Future Lab ou un truc similaire, ce serait quoi ton conseil pour commencer dans ta lignée et ne pas passer à travers un doctorat pour faire ce que tu fais? Non, oui, absolument. Je pense que c'est déjà la première chose. Tu ne dois pas passer pour un doctorat pour faire ça. Et c'est le premier mot. Mais peut-être, oui, tu me dois passer pour un doctorat parce que c'était nécessaire pour moi de passer pour un doctorat pour arriver dans une situation de privilège ou ce que j'étais capable de faire. Donc, chaque personne dans son parcours. Mais Rooted Futures Lab, c'est extrêmement petit. On est vraiment petit. Et là, on essaie de se trouver des possibilités, mais je pense honnêtement que l'idée d'amener cette regard critique dans la perspective des technologies, c'est de plus en plus important. Parce qu'on se parle plutôt des solutions technologiques. On se parle plutôt de comment on peut sauver le monde à coup de technologie. Exactement. C'est comment que la crise climatique pour finir, comment la technologie pour aider avec la crise climatique. Mais plutôt, c'est genre solutionnisme technologique. Quand on doit penser comment que la technologie est en train de créer la crise. J'ai reçu mon professeur de l'UQAM qui disait que l'épisode c'était sur la crise climatique est causée par le capitalisme et la technologie. Comment la technologie peut régler son propre problème. C'est lui-même qui l'a créé. Comment on va faire ça? Genre? Exactement. On a besoin de penser tout ça parce que des fois, je dis à ça les scientifiques qui se rendent fâchés, mais on a besoin de critiquer la science, la façon comme la science a été faite, les fondements scientifiques, tu sais. Ça c'était créé avec une perspective historique et coloniale, impérialiste, qui avait amené après ça le capitalisme. Et tout ça va une couche après l'autre. Ça augmente, ça renforce. L'oignon est présent là. Exactement. Et là, la technologie, c'est la même chose. La technologie qui est créée aujourd'hui, c'est une technologie qui vient de cette couche impérialiste, colonialiste, qui est renforcée par une science, une épistémologie, une façon de penser, de sagesse, de savoir, qui est extrêmement liée à l'impérialisme, qui est extrêmement liée à la perspective de domination et de violence.
qu'on voit clairement. Exactement. On se voit clairement dans nos nouvelles, c'est exactement ça qui Oui. se passe. Mais ça, maintenant, je trouve ça, c'est comme on disait tantôt, on n'est même plus surpris maintenant. Là. Je veux dire, maintenant, ils se cachent même plus. Mais là, c'est le fascisme. Le fascisme, c'est exactement là. Le fascisme, c'est Ah, le fascisme est fort. Le là. fascisme, c'est exactement. Mais le fascisme, c'est exactement de normaliser la violence. Mhm. Qui ont pas regardé l'agression, la violence, c'est normal. De façon positive même. Ouais, peut-être de façon positive, mais plutôt de juste de se désensibiliser. Le fascisme veut qu'on se désensibilise parce que les choses rendent normales. Et là, pour continuer les processus impérialistes, domination et tout ça. Oui, d'où on parlait avant le podcast, là, qu'il y avait des partis politiques qui étaient même pas capables de dire qu'ils étaient contre la guerre. Là, je veux dire, ça me semble normal pourtant. Là, je veux dire, les gens en 39-45, là, ils auraient voté contre la guerre. Là, je suis pas mal sûr. Puis ils étaient dedans. Là, je veux dire, ça rend compliqué, ça rend extrêmement dangereux. Ouais. On est dans un moment extrêmement dangereux. Donc moi, je pense qu'il pour retourner à la question, on ne besoin pas nécessairement penser qu'on a besoin d'entrer dans une OBNL ou rien de tout. On a besoin de tout commencer notre propre processus. Et ça, c'est un processus... prise de conscience critique. Ouais. Critique, c'est un processus individuel, absolument, mais c'est pas juste individuel. On se rend en communauté. C'est qui nos voisins? Ça, c'est des trucs basiques. Je sais que là, plein de monde se demande ça, tu sais, genre, c'est qui nos voisins? Mais aussi, de comprendre les injustices qui s'est passé avec nos partenaires, avec nos parents, avec nos amis. C'est d'être un peu conscient de ça, d'être un peu conscient de où ça vient de notre privilège et de faire des actions, déjà. S'engager. Un podcast. Peu importe. Ouais, exactement. Quoi, un podcast super cool. Mais on fait un comité de ruelles, de jardinage, de jardinage communautaire, ouais, exact. Ouais. Commence. Fais quelque chose, commence. C'est genre, attends pas pour la perfection, avoir l'empathie, la compassion pour les autres et pour toi-même, parce que tout le monde est dans notre parcours. Et chacun, et des fois, tu vas voir une personne qui est là, ça fait 20 ans. Là, une personne qui a vraiment passé pour des injustices sociales énormes. Les peuples autochtones qui vivent ça pendant 100 ans, des années. Les peuples noirs qui vivent ça pendant 100 années. Et oui, c'est une réalité différente. C'est une souffrance différente. Qui n'est pas partagée par tout le monde, clairement. Qui n'est pas partagée, qui, pour nous, plutôt, c'est quand même difficile de comprendre. Et la même chose... c'est avec la technologie, tu sais, de critiquer, quand je parle de technologie, encore une fois, c'est pas juste le téléphone, c'est pas juste l'Internet, c'est pas juste l'intelligence artificielle, je parle de système, processus. Je pense qu'on le voit moins maintenant parce que la technologie est très dans le confort, mais tu sais, je veux dire, l'histoire le dit, il y avait un peuple qui avait plus de technologie militaire, puis il a surdominé l'autre peuple. Là. Donc, je pense que maintenant, on a un voile, puis on le voit plus parce que, je veux dire, la personne qui n'a pas d'air climatisé chez lui, il vit clairement moins bien que la personne qui n'en a pas. Puis ça, c'est un parallèle que les gens peuvent voir. Là. Puis juste ça, on ne voit pas à quel point il y a des couches derrière tout ça. Genre. Exactement. On a besoin de tout réfléchir à ça. Ça fait dur, ça fait difficile. Oui, comme tu dis, ça joue sur la charge mentale là, en vie tous les jours. Oui, et je pense que les gens sont là. Donc, ma message, c'était là déjà, c'était en train de réfléchir à ça, parce qu'il fait face à notre privilège, ça fait face à le privilège. C'était un gars blanc, tu viens d'une famille riche, tu t'accumules tous ces privilèges, mais tu veux faire face. Plus que tu accumules de privilèges, peut-être plus difficile ça va être, parce que plus de jugement tu vas avoir. Mais qu'est-ce que tu fais après avec ce privilège-là? C'est plus la question, je pense. Là. Mais peut-être c'est d'avoir une relation avec les gens pour voir comment tu peux le faire, comment tu peux aider. Rentre en relation avec le monde. Et là, tu vas découvrir le chemin petit peu à petit peu. C'est pas que tu dis, OK, je suis privilégié, là, je vais... Parce que sinon, tu rentres un peu comme Elon Musk. Le solutionnisme, oui, c'est ça, de vouloir sauver tout le monde aussi. Exactement. Là, les super riches qui vont, oui, je vais créer une fondation, genre Bill Gates, tu sais, genre... Gates Foundation, et là, tu dis, c'est moi qui va dire exactement comment on va solutionner les problèmes des gens partout dans le monde. Ouais. Tu crées des gagnants puis des perdants dans cette optique-là. Oui, et tu crées des gens qui savent c'est quoi la direction du monde, qui est mieux pour toi. Mais pas vrai, oui. C'est le colonialisme, encore une fois. Ouais. Donc, on besoin de rentrer en relation avec un l'autre.
De s'approprier ces droits-là puis ces pouvoirs-là. Ouais, de dire, ben écoute, peut-être, je sais pas, c'est quoi. Je sais que j'ai le privilège, mais c'est quoi? Je sais pas vraiment quoi faire. Ben là, il a tout le monde. Ça ouvre une porte, un monde complètement une porte de Pandore. Une porte la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Mais là aussi, ça ouvre une porte extrêmement intéressante de curiosité, de sagesse. Où ce que tu peux dire, OK, si je mets à côté cette illusion que je sais quoi faire, ça dit qu'il y a tout un autre monde de possibilités ce que je peux naviguer. Et là, en fois de dire, je vais être le capitaine et dire quoi vraiment où ce qu'il allait, tu te dis plus, OK, je vais être juste un enfant curieux et je vais me rendre en relation avec les plantes, avec les animaux. Je vais parler avec les plantes, je vais parler avec les animaux, je vais créer une relation. Avec les autres personnes. Oublie, j'ai l'impression que le système y est fait pour vraiment tuer l'enfant intérieur. Là, de juger l'enfant intérieur, sauf si l'enfant intérieur est important pour le système. De Peter Pan, genre de syndrome de Peter Pan, des adultes qui ont des comportements d'habitude d'enfants, immatures en fait. Oui, exact. Qui est valorisant selon le système. Là, exactement, qui c'est valorisant pour le système. Mais les autres trucs, ça peut casser le système. Là, le système ne veut pas. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours cette paradoxe-là. C'est toujours cette paradoxe. C'est toujours genre, qu'est-ce que c'est important? Donc, c'est toujours de amour conditionnel. Est-ce que t'amènes de valeur le système? Si t'amènes de valeur le système, là, oui, on te prend. Là, n'importe pas qu'est-ce que tu fais. Si tu veux être un bébé, mais t'amènes de l'argent. Écoute, il y a plein de CEO de grandes corporations qui sont des bébés. Sont des enfants. Des enfants adultes, oui. Des enfants adultes. Exact. C'est clair qu'ils sont des enfants adultes. Immatures, qui ont un travail de maturité énorme. Mais ces gens sont les leaders de notre planète. Leaders. Tu comprends? On le voit, Et merci tellement d'être venu, Philippe, au balado. Patrick. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta venue au balado Écologie Société? Je pense que c'était une belle conversation ouverte. Je pense qu'il y a besoin de plus de ça. J'ai essayé de donner une vision la plus ouverte que je suis capable. Le français, c'est ma troisième langue, donc là, pour ça, je voulais te féliciter. Moi, j'apprends ma troisième langue, le vietnamien, puis l'espagnol un petit peu. C'est fascinant de te voir aller, je veux dire, c'est très impressionnant comme troisième langue de venir à un balado, puis ton balado qui a 4 langues en fait, là, français, anglais, espagnol et... sont 3 langues. Sont 3 langues, portugais, anglais aussi. Oui, français. OK. Merci. Mais je pense que c'est ça, c'est ce genre d'effort. D'initiative. Tout le monde qui vient ici, j'ai écouté certains épisodes de ton podcast, c'est super intéressant. Et je pense que c'est une personne qui fait ce qu'elle peut. C'est ma façon d'être engagé. C'est ta façon d'être engagé. Pour le moment, peut-être après, ça va être une autre façon. On a vu là, avec des autres épisodes, des gens qui commençaient à 18 ans à l'école. Et là, maintenant, ils sont chefs du parti, québécois avec. Donc, la vie change. On change. La maturité vient, les expériences viennent. Et aujourd'hui, peut-être un podcast, peut-être demain. Ça va être autre chose. Premier ministre. Oh là! C'est gentil, c'est très flatteur. C'est très flatteur, merci. On peut suivre ton balado où? Aujourd'hui, c'est sur Apple Podcast. Ça continue un peu Spotify, mais j'essaie d'élever Spotify à cause de toutes choses de Spotify, mais Apple Podcast, vraiment là-bas. Et aussi sur Instagram. Mais encore une fois, je me demande si je continue Instagram ou pas parce que je ne veux pas amener les gens à une plateforme qui peut-être sur le fait politiquement, c'est pas trop aligné. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton balado? Le balado s'appelle Where to From Now On. J'ai mis ça en anglais parce que juste c'est plus facile pour les gens de trouver, j'imagine. Mais il y a aussi en français, il y a des épisodes en français et des épisodes en portugais. Mais c'est vraiment debout de mon balado. Je fais juste l'année passée et je vais recommencer cette année. Mais j'étais un peu dans un moment de retraite pour moi-même. Ça fait 4-5 ans que je ne parle pas publiquement. 4-5 mois que je ne parle pas publiquement. Je ne donne pas de cours de rien.
Donc là, c'est la première opportunité. OK. Ben, j'espère t'avoir inspiré à recontinuer ton balado. En tout cas, moi, je l'écoute activement. Donc, merci. C'est toujours des bons épisodes. Là. Bon, là, j'écoute peut-être pas ceux en portugais, là, mais... Non, mais c'est correct, en anglais et français, je les trouve très intéressants. T'as des bons invités, puis c'est des bonnes réflexions. Là. Merci vraiment. Merci à toi, Patrick. Et continue. Et j'espère vraiment j'ai vu écouter des autres balados, des autres épisodes avec des autres personnes super intéressants. Super, merci. Donc, merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie et Société si vous avez été interpellés. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez-le et continuez toujours les réflexions. On peut suivre la plateforme sur Instagram à écologie.société. Il y a toujours le Linktree. On est sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et maintenant Deezer pour nos compatriotes en Europe du moins. Donc, à la prochaine, puis merci beaucoup. Ciao. Merci tout le monde.